Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Luc pour l'invitation. Tu m'as laissé toute seule à la tribune. Je suis capable de parler 1 heure, hein, je te le dis. Donc n'hésite pas à me faire savoir quand tu veux que je m'arrête. Je suis très heureuse d'intervenir cet après-midi devant vous à l'occasion de Planète Grise. Et je suis aussi très heureuse qu'il y ait cette place qui soit consacrée au rôle des bailleurs sociaux et de ce que l'on fait, de ce que l'on pourrait faire dans les années qui viennent. Parce que, à travers la place que Luc, tu nous consacres cet après-midi, c'est aussi un moyen de mettre en valeur nos actions, de mettre aussi en valeur nos besoins, nos défis. Et il me semble que c'est très important qu'on puisse voilà, discuter avec vous de nos capacités à faire et surtout de qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse beaucoup plus. Mais peut-être avant de vous dresser quelques éléments sur ce sujet des publics seniors, 3e et 4e âge dans le parc social et celles et ceux qui vont venir dans les années futures. Je voudrais juste vous donner quelques éléments de la situation actuelle du logement social parce que évidemment on ne peut pas décorréler les enjeux d'un public par rapport aux enjeux globaux d'une population. Alors tout d'abord, aujourd'hui, c'est la remise du rapport sur le mal logement. C'est un moment pour les acteurs du logement, c'est toujours un moment très important. Ce rapport a été remis ce matin par la Fondation pour le logement. Malheureusement, peut-être pas avec l'ampleur de la couverture médiatique que ce rapport mériterait, mais il a mis un point sur un sujet très intéressant cette année, c'est qu'il a regardé le sort des personnes qui sont hébergées et qui n'ont pas un logement propre, qui sont donc hébergés chez des proches, ou pas d'ailleurs, et de la situation très difficile dans laquelle ça peut les mettre, tant en termes de dépendance économique, juridique, psychique, parfois même des hébergements qui se font en échange de contrepartie, et de combien de destins sont brisés à cause de cela. Et surtout, c'est intéressant de voir aussi que ça touche des publics très différents, des personnes jeunes, des personnes âgées. Si j'en dis un mot ici, c'est qu'il y a autant de personnes hébergées aujourd'hui par des tiers, et nous on le retrouve dans la demande HLM, c'est notamment parce qu'il y a extrêmement peu de logements alloués à des prix abordables. Et ça, aujourd'hui, c'est un phénomène que nous retrouvons dans l'ensemble du territoire national. Je crois que je l'avais déjà dit lors d'une intervention devant vous, lors d'une édition précédente. Mais si je vous en parle, c'est parce que dans la même période, nous, on voit aussi que dans les demandeurs HLM arrive une nouvelle catégorie, ce sont les seniors, qui est une catégorie qui n'existait pas par le passé. Mais aujourd'hui, il y a 10% de la demande HLM qui sont des personnes qui ont, on va dire, autour de 63 ans et plus, et qui donc vont faire leur demande d'entrer dans un HLM au moment où elles passent à l'âge de la retraite. Certainement, on peut l'imaginer parce qu'elles anticipent des pertes de revenus très importantes, mais ça pose aussi des questions, y compris pour les bailleurs sociaux, de réponse à ces publics, parce que ce sont souvent des personnes seules, ils ont plutôt des revenus plutôt faibles. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut trouver des logements et des loyers qui correspondent à ces besoins-là. Mais si je vous en parle, c'est parce que pendant longtemps, le logement social, c'était plutôt le logement des couples avec enfants actifs, des jeunes, et très peu, en fait, enfin, ils accueillaient peu pour la première fois des seniors. Par contre, on a toujours eu des locataires seniors parce qu'ils vieillissaient dans nos immeubles. Donc c'est important de vous le dire. De la même manière qu'on voit que parmi les demandeurs seniors de logement HLM, on va aussi retrouver des personnes qui sont en fait victimes des dérèglements dingues du marché locatif actuellement, des gens qui sont évincés de leur location parce que transformation de ces logements, enfin les propriétaires veulent vendre, mais on a aussi, comme je l'ai vu hier lors d'une réunion à Paris, des locataires qui sont évincés parce que les propriétaires veulent sortir tous leurs locataires pour faire des produits de défiscalisation, voire des drôles de produits comme du co-living, alors que c'est des logements qui logeaient depuis des dizaines d'années des personnes. Et si je vous en parle, c'est que ça touche beaucoup des publics âgés et fragiles. Et ça explique aussi, pour un certain nombre de citoyens, en fait, une difficulté de faire face à cette situation, à un moment où, objectivement, quand on est senior, on sait à peu près les revenus qu'on va avoir jusqu'à la fin de sa vie. Ça pose évidemment d'autres questions. Donc ça, il me semblait important de vous le rappeler et de vous dire que c'est aussi pour cette raison que même si quand nous parlons, nous défendons le logement social, nous avons tendance à parler de tous les publics que nous logeons, mais il est certain que nous avons quand même
une nécessité de regarder ce que l'on va faire spécifiquement pour des publics qui vont vieillir dans nos murs. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans la période, qui est celle que les acteurs HLM en 2025 se sont beaucoup mobilisés. Je le dis parce que c'est rare qu'on ait des bons chiffres, alors je vais quand même le dire. En fait, on a finalisé la semaine dernière le nombre d'agréments pour 2025, donc le nombre de logements sociaux qui sont passés en financement et qui vont être lancés dans les années qui viennent. On a réussi à financer 102 000 nouveaux logements sociaux et puis tenir nos objectifs de reconstitution de l'offre en ANRU. Donc en gros, à peu près 117 000 logements. Si je vous dis ce chiffre, c'est qu'en fait, c'est un chiffre qu'on n'a pas atteint depuis 2018. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ces dernières années, pour des raisons notamment de pression financière sur les bailleurs exercée par le gouvernement, nous n'étions plus en capacité de produire ces logements. Donc on est extrêmement content de cette année qui est très particulière. Évidemment, on forme tous le vœu qu'on arrive à faire la même chose en 2026. Je ne vous cache pas qu'une année d'élection, c'est jamais simple. On verra bien. On compte quand même sur les maires nouvellement élus pour nous soutenir et pour avancer. Mais si je vous dis ça, c'est surtout aussi pour vous dire que quand on nous donne les moyens, en fait, le logement social est capable de produire au moins 110 à 120 000 logements sociaux et que donc l'appareil de production n'est pas en difficulté. Ce qui rend les choses difficiles à faire, c'est plutôt de nous donner les moyens financiers pour produire ces logements dans une équation économique tenable. Donc, derrière ce satisfecit, vous dire quand même qu'aujourd'hui, on a des défis immenses et je pense que c'est plutôt dans la table ronde que Marine Lienemann, Yannick Baude et Thierry Asselin parleront des solutions. Mais simplement pour que vous compreniez nos défis. D'une part, dans nos locataires actuels, on a déjà beaucoup de personnes qui sont seniors. C'est en fait 36% de nos personnes, des personnes qui sont logées dans le parc social qui ont 60 ans ou plus. Mais c'est 10% qui ont plus de 75 ans. Ça représente 11% du parc. C'est à peu près 600 000 logements qui vont être occupés par une personne de plus de 75 ans. Et donc, il faut comprendre qu'on a quand même une bonne partie de notre parc, plus d'un cinquième, qui va être aujourd'hui occupé par une personne de 65 ans. Une des difficultés pour elle, c'est que plusieurs études que nous avons menées nous ont montré que nos locataires qui ont plus de 65 ans, il y en a quand même 24% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Si vous devez comparer ce chiffre, sachez que c'est 9% dans la population nationale pour la même catégorie d'âge. Donc nous, on loge un public qui est âgé, mais surtout qui a des ressources beaucoup plus faibles. Et d'ailleurs, c'est souvent pour cette raison qu'il est resté dans le parc locatif social et qu'il n'a pas une trajectoire que certains jugent ascendante de devenir notamment propriétaire. Mais donc, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a un enjeu évidemment de fragilité pour ces locataires. Et j'avais eu l'occasion d'en parler il y a quelques années devant vous, mais la question du coût de l'énergie et des variations énormes du coût de l'énergie, des charges sur des publics qui ont des faibles revenus et qui sont fragiles parce que souvent isolés, a évidemment un impact très important. Donc déjà, ces premiers chiffres, ils nous obligent, nous, bailleurs sociaux, à développer des actions importantes, évidemment, sur l'amplification, l'adaptation du parc social pour le maintien à domicile de ces publics, pour trouver aussi comment est-ce qu'on peut faire évoluer une partie de nos logements pour qu'ils correspondent mieux aux formes des ménages actuels et aux besoins de ces publics. Et puis, il y a aussi toutes les solutions qui peuvent se développer, d'apporter des services dans le logement, plutôt que ce soit le locataire qui quitte le logement pour bénéficier de services. Ça, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus développé par des bailleurs avec des systèmes très différents, soit avec des liens avec des associations spécifiques, soit dans le cadre de services qui sont intégrés à l'action du bailleur social. Vous dire aussi, et je sais que vous en avez parlé ce matin, qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de bailleurs qui réfléchissent à une offre, je ne dirais pas notamment spécifique, mais en tout cas qui, par sa singularité, peut permettre de répondre aux besoins de publics seniors. Il y a évidemment la forme moderne des résidences autonomie qui quand même se développe, qui, je rappelle, apporte un logement et des services à des publics à des revenus modestes, et c'est des loyers qui sont très modestes et nous tenons à les garder comme cela. Le modèle économique est un peu tendu, mais en réalité, aujourd'hui, c'est quand même un modèle qui est très intéressant pour beaucoup de territoires. Mais c'est aussi les réflexions, évidemment, et il y a plusieurs opérations sur du béguinage,
sur de l'habitat inclusif, sur tout ce qui peut se développer en intergénérationnel. En tout cas, d'avoir une multiplicité de solutions qui nous permettent aussi de répondre à des besoins de publics seniors qui sont différents et qui sont d'ailleurs peut-être pas toujours les mêmes qu'on ait 65 ans ou qu'on en ait 80. Néanmoins, et c'est ça le message que je voudrais passer, c'est qu'on attend beaucoup de nous, mais on pense qu'on peut faire ça, tout ce qu'on peut faire envers, par exemple, des publics dits seniors ou du grand âge, puisqu'il y a un plan grand âge sur lequel on a été interrogé. On attend beaucoup de nous, bailleurs sociaux, en laissant penser qu'on peut tout faire avec l'économie actuelle. Et ça, je crois qu'il faut aussi faire passer le message. C'est-à-dire qu'on est capable, évidemment, d'innovation, de trouver comment apporter des propositions de logement qui soient différentes, nouer des partenariats spécifiques avec des associations et des collectivités locales. Mais pour ça, il faut quand même de l'argent. C'est-à-dire qu'avoir de l'action spécifique envers un public spécifique, ça veut dire quand même que ça doit se faire avec du soutien des collectivités et notamment de l'État, et aussi des caisses de retraite qui d'ailleurs nous financent parfois sur ces sujets-là. Je le dis d'autant plus que ce que l'on voit de l'évolution de nos locataires. Nos locataires qui entrent et ceux qui sont déjà là ont plutôt tendance à se paupériser. Ils vivent de plus en plus seuls, et on peut peut-être d'ailleurs aussi penser que c'est aussi une des raisons de la paupérisation, et que les familles monoparentales que nous logeons aujourd'hui, des familles dont notamment les femmes têtes du ménage sont aujourd'hui actives, demain seront retraitées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi qu'on anticipe une chose, c'est que les publics que nous logeons aujourd'hui, qui sont peut-être actifs, demain seront seniors, mais n'auront peut-être pas les mêmes conditions de retraite qu'ont eu leurs prédécesseurs. Et ça veut dire aussi des réflexions sur les capacités de payer un loyer, combien les aides au logement doivent jouer leur rôle de compensation, et aussi quel type de logement on peut proposer pour avoir des logements qui soient sobres, peu consommateurs d'énergie, et donc qui n'émettent pas des niveaux de charge complètement dingues. Et je le dis ici parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image très positive du senior autonome, dynamique et qui a un bon pouvoir d'achat. Nous, on a aussi évidemment beaucoup de seniors qui sont par ailleurs autonomes et dynamiques, mais qui n'ont pas du tout de pouvoir d'achat. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'occuper d'eux, et y compris leur trouver des solutions de logement adaptées à leurs besoins. Enfin, vous dire que dans les sujets aujourd'hui qui nous occupent, c'est aussi de trouver comment est-ce qu'on peut, notamment par les politiques de peuplement du logement social et puis l'ensemble des programmes de rénovation, c'est essayer aussi d'enrayer ce qu'on voit comme trajectoire dans certains quartiers, qui sont des quartiers qui vieillissent de manière complètement homogène, et on le voit notamment dans des quartiers en politique de la ville qui ont été construits dans les années 50 et 60, qui sont en train de vieillir d'un seul coup. Donc, ce qui pose beaucoup de questions, d'une part pour la vie dans ces quartiers, pour les questions évidemment de mixité générationnelle, mais c'est aussi sur la question du maintien de liens associatifs ou de services publics qui se pose. Et on oublie de le dire, mais une grande partie des quartiers populaires et des quartiers qui bénéficient des politiques de l'ANRU aujourd'hui sont des quartiers de seniors. Et il faut aussi avoir cela en tête, y compris quand on les réaménage. Et ça pose des questions parfois complexes, parce qu'on a aujourd'hui ces habitants qui vont, pour beaucoup d'entre eux, rester dans nos résidences et dans nos quartiers jusqu'à la fin de leur vie. Mais il faut qu'on arrive aussi à leur proposer des lieux de vie qui soient agréables et qui soient adaptés à leur vie d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas, et y compris qui n'est pas toujours compris de la part de nos interlocuteurs, que ce soit les élus locaux ou les pouvoirs publics. Voilà, tout ça pour vous dire que nos défis sont immenses. Ils sont immenses comme plein d'autres. Ils nécessitent de l'action, de l'innovation, ils nécessitent du financement, ils nécessitent aussi du respect. Parce que je ne vous cache pas que quand on attaque les locataires HLM qui seraient trop ceci, trop cela, pas assez ceci ou pas assez cela, et je ne rentre pas dans le détail pour rester poli, c'est en fait une manière extrêmement désagréable de s'en prendre à 11 millions de personnes qui ont simplement la chance
et le problème, c'est qu'il n'y en ait pas plus, d'avoir bénéficié d'un logement social parce que par leurs revenus, ils y avaient droit. Et nous, on tient beaucoup à ce que nos locataires, et notamment qu'ils soient capables de rester dans leurs logements sociaux le plus longtemps possible, qu'ils soient respectés et que l'on fasse avec eux et pas sans eux. Je vous remercie.